Bienvenue à tous. Les élections législatives se tiendront le 28 décembre 2019. C'est en substance ce que vient d'annoncer le président de la Commission électorale nationale indépendante. M. Salif Kébé est sûr de respecter cette date malgré les contestations au sein de l'organe électoral et de l'opposition. Reportage Mamadou Saliouba, Alcéni Camara. Le président de la CENI est arrivé à la primature à 12h20. Quelques minutes d'entretien avec le Premier ministre, Maître Salifou Kébé ressort de la salle de conférence de la primature et annonce une date, celle de la tenue des élections législatives. La date que nous avons pu trouver au niveau de la plénière de la CENI est le 28 décembre 2019. Les commissaires issus de l'opposition qui ont estimé qu'il est impossible de tenir des élections libres et transparentes en à peine 3 mois n'ont pas eu le choix. Ils auraient été laminés et le président de la CENI de rappeler qu'il n'a pas besoin de recruter un opérateur technique international. Il y a un opérateur, un cabinet d'ingénierie informatique qui a été sélectionné pour nous fournir le logiciel et les logiciels de protection. Celui-là va peut-être sélectionner parmi les opérateurs sur place, les opérateurs locaux, comme les opérateurs internationaux le faisaient. Il va recruter sur la place publique et nous le dire. Cet opérateur local va avoir quoi comme rôle? Il va recruter les agents de saisie, les former et les déployer sur le terrain. Mais même la remontée des données n'est pas confiée à l'opérateur local. Autre point que veut éclaircir Maître Salifou Kébé est celui relatif à l'assainissement du fichier électoral. L'opposition pense qu'il est impossible de le réviser d'ici la fin de l'année, mais Maître Salifou Kébé aime rassurer. L'essentiel de nos travaux ont été de mettre en œuvre les 77 recommandations de l'audit du fichier. Et même les machines qui ont été commandées en fonction de ces recommandations. Les serveurs qui ont été livrés à la Guinée l'ont été dans ce cadre-là. Toute notre démarche est d'assainir le fichier le plus complètement possible et nous pensons que cela est possible. Le président de la CENI pense pouvoir assainir le fichier électoral en seulement 45 jours. Il précise que tous les éléments sont presque réunis pour que les élections puissent se tenir. Reste à savoir si la date sera respectée. L'opposition crie déjà la fraude. La présidentielle prévue en 2020 s'annonce compliquée. Les législatives au 28 décembre prochain et bien ce calendrier crée des divisions au sein de la CENI. Il faut dire que des commissaires issus des rangs de l'opposition ne sont pas d'accord avec ce calendrier électoral. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration ce lundi. Au nombre de 7, ces commissaires dénoncent la décision qu'ils qualifient d'unilatérale d'un groupe. Antoine Kourouma a rencontré Alassane Makanera Kake, un des commissaires de l'institution en colère. On suit son reportage. Ils sont au nombre de 7 commissaires, tous issus des rangs de l'opposition. Ils jugent la date proposée par Salif Kébé d'irréaliste et d'irréalisable. C'est nous qui avons dit, pour faire une bonne élection, il faut 235 jours. Si nous revenons devant vous encore, on vous dit on peut le faire moins 100 jours, c'est qu'il y a problème. Pour ce commissaire chargé des questions juridiques, la CENI n'a pas été franche avec le chef du gouvernement. Un groupe piloté par Salif Kébé, le président, aurait fait un travail parallèle pour aboutir à ce résultat. Le dernier travail qui a été réalisé en commission, c'est-à-dire entre commissaires et assistants, on était en mars. Maintenant, il y a une autre équipe qui travaille, qui sort un délai. Personnellement, je ne connais pas. Mais c'est que nous, le délai qui a été arrêté, c'était telle date et on s'est retrouvés. On nous a montré un délai de 28 qui violait vraiment tous les délais légaux. Moi, je ne suis pas prêt. Malgré leur opposition à la date du 28 décembre 2019, Alassane Makanera et ses collègues ne comptent pas quitter la CENI, encore moins suspendre leur participation aux travaux liés au processus. On ne suspend pas, on n'a pas décidé de suspendre. Nous sommes venus pour organiser pour vous une élection crédible. Et nous ne croyons pas qu'on pourrait le faire le temps qui nous a été imparti. Maintenant, si on arrive à le faire,
c'est pas grave. Mais si on ne le fait pas, le peuple ne va pas nous condamner. Le vendredi dernier, une bagarre a éclaté entre commissaires de la CENI autour de ce chronogramme. Salif Kébé est accusé de travailler avec une équipe parallèle à la Villa 33 de Kaloum, loin des regards de ceux qui pourraient empêcher ses plans. Comment est-ce possible de s'opposer à un chronogramme d'élection et participer aux travaux pour sa réalisation? Beaucoup s'interrogent sur l'attitude de ces commissaires de la CENI. C'est dans ce contexte que l'opposition s'est retrouvée ce lundi au QG de l'UFR plutôt, et sans surprise, elle n'approuve pas le calendrier des élections législatives concernant une éventuelle participation aux consultations nationales menées par le Premier ministre. L'opposition reste divisée sur la question. Compte rendu, Malik Sanyana Kamara, Abdoulaye Kamara. La consultation entamée par le Premier ministre pour l'adoption d'une nouvelle constitution risque de diviser l'opposition républicaine. Alors que les petits partis sont prêts à prendre part au débat, les grands partis, eux, pensent que c'est une manière pour le président de la République de se maintenir au pouvoir. Les partis sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et nous considérons que la consultation de M. Kassouri pour cette question de troisième mandat n'a pas de sens. Réunis au sein du Front National pour la défense de la Constitution, l'UFDG dit avoir exprimé clairement sa position dans un courrier adressé au Premier ministre. L'instrument qu'on a pour lutter pour la défense de cette Constitution a écrit clairement au Premier ministre en disant les partis membres du Front National pour la défense de la Constitution ne participent pas. Nous n'avons rien à voir avec M. Kassouri. Autre sujet brûlant, l'organisation des élections législatives d'ici la fin de cette année. La CENI a dévoilé ce lundi la date de ce scrutin national qui devrait se tenir le 28 décembre prochain. Un calendrier qui est déjà contesté par l'UFR. Nos représentants à la CENI, disons, qui sont nos commissaires, ont décidé qu'ils ne pourront pas adhérer à ce chronogramme qu'on veut déposer à la primature pour le 28 décembre, s'il vous plaît, entre les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An. C'est une plaisanterie. Nous ne l'accepterons pas parce que ce n'est pas des élections. Vous comptez faire quoi? Est-ce que vous allez demander à vos représentants à la CENI et dans les démembrements d'arrêter toute activité? Nous allons le faire si cela perdure, et ça va perdurer parce que je sais qu'ils n'ont pas d'autre solution qui consiste à faire en sorte qu'Alpha Condé reste au pouvoir. La division de l'opposition républicaine et la dislocation ou l'affaiblissement du FNDC sur cette question des consultations nationales étaient bien prévisibles. Les agendas et ambitions ne sont pas les mêmes. En plus bref, cette information, le doyen Sékou Yaya Bari, président de la coordination Ali Poulard, est décédé ce lundi dans une clinique de la capitale. Il était âgé de 93 ans et incarnait une personnalité respectée et écoutée. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour ses funérailles. Parlons à présent justice. Dans ce 20h, de nouveaux avocats viennent de prêter serment ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Après un premier report lundi dernier, les 10 nouveaux avocats admis au concours d'admission d'accès à la profession d'avocat ont finalement juré d'exercer leur profession conformément à la loi. On fait le point avec Algassim Yariba et Aboubakar Din Kamara. Ces 10 avocats ont prêté serment devant le premier président de la Cour d'appel de Conakry. À tour de rôle, chacun d'entre eux a juré de respecter les lois qui régissent la profession. Ils ont été admis à l'issue d'un concours d'accès à la profession d'avocat. Leur admission a été contestée par certains avocats du barreau de Guinée. Malgré tout, le juge trouve qu'ils sont admissibles. Le bâtonnier n'a pas pris part à la cérémonie. Il a été remplacé par un huissier de justice. Ça s'est très bien passé parce qu'à l'absence du bâtonnier, de l'ordre des avocats, le parquet, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, a requis les services d'un huissier qui a présenté les récipiendaires et qui ont prêté serment conformément à la loi. Leur moyenne au concours varie entre 11 et 12 sur 20 selon cet avocat, alors que le barreau demande plus. Vous vous rappelez que c'est en exécution d'un arrêt que nos clients devraient prêter serment depuis le lundi passé. Et le Conseil de l'ordre avait estimé qu'il a exercé un recours
et que cette prestation ne pouvait pas avoir lieu. Alors, puisque les conditions du recours n'étaient pas réunies, finalement, la Cour a jugé nécessaire de leur prêter serment aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée devant les membres de famille de ces nouveaux avocats qui sont une fierté pour leurs parents. L'université, il se bat, c'est un rêve pour lui de devenir un grand homme de ce pays dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine judiciaire. Donc je ne peux que remercier le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour lui et je suis très content. Je suis très content de lui et je suis fier. La prochaine étape consiste à inscrire ces nouveaux avocats au tableau de l'Ordre des avocats de Guinée afin qu'ils commencent à exercer leur profession. Nous sommes le 16 septembre et cela fait 5 ans depuis le massacre de Womé, un village situé à Zérekoré au sud du pays où 9 personnes ont péri. Parti sensibiliser les populations de la localité, ces derniers ont été sauvagement lynchés. 5 ans après ce crime atroce, malgré la condamnation des auteurs, les victimes n'ont toujours pas obtenu réparation. Abdourahmane Ba, Aliouba. 5 ans après le massacre de Womé, ce rescapé se souvient de cette mission de sensibilisation qui a tourné au carnage. On ne cherchait plus à savoir est-ce que tel s'est embarqué, tel ne s'est pas embarqué. Tu as ton véhicule, les passagers de ton véhicule sont là, tu détalles. C'est comme ça que nous sommes arrivés jusqu'à Wiki. C'est là-bas où tout le monde, tous les véhicules sont venus garer. Ceux qui étaient blessés, et au fur et à mesure, les gens venaient, nous nous sommes regroupés là. C'est à partir de là où nous avons compris qu'il y a des gens qui ne sont pas en vue. Au nombre de 7. Peut-on l'appeler miraculé? C'est en tout cas de peu qu'il a échappé à la colère de cette foule. Un acte que condamne cet avocat qui impute la responsabilité aux dirigeants d'antan. Mais une fois encore, par la faute des autorités. Parce que je me rappelle très bien, le premier imam de Conakry avait déclaré que s'il était à la place du chef de l'État, il allait limoger et le gouverneur des Zérekoré et le préfet parce que c'est eux qui n'avaient pas pris leurs responsabilités. Quant à cet ancien consultant en communication de l'OMS, il n'a pas été facile pour lui de surmonter cette épreuve. Même si ça m'a traumatisé, mais j'ai su au moins supporter le coup. Le reste, j'ai mis dans les prières. Je pense que c'est ça. J'ai mis dans les prières, c'est ce qui m'a permis de supporter le coup. Depuis que cet acte a été commis, les coupables ont été condamnés, mais les victimes sont laissées pour compte. Aucune victime, jusqu'au moment où je vous parle, n'a obtenu une quelconque réparation. Pour ne plus que de tels actes se produisent en Guinée, ce rescapé souhaite que ce 16 septembre soit une journée de commémoration et de prière pour les victimes. Le 28 février dernier, un camion remorque chargé de ciment a fini sa course dans une concession à Yataya Fossidé. 6 personnes ont été tuées et de nombreux blessés. Où en sommes-nous avec l'enquête qui avait été ouverte? Dans quelle situation se trouvent les proches des victimes? Reportage Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. 6 mois après ce tragique accident de la circulation qui avait fait 6 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels, ce père de famille est toujours sous le choc. Cet agent de la CMIS a perdu 5 membres de sa famille, dont son épouse en état de famille. Si tu as vu que Dieu a fait ça là, c'est lui qui connaît. Donc je le remercie d'abord de m'avoir donné la santé, de m'avoir donné la longue vie. J'ai pu quand même gérer à ma manière. C'est-à-dire, en tant que croyant, vous savez, quand le Dieu propose quelque chose, nul ne peut contredire ça là. Sinon, aurait été moi, si c'était moi, aucun de nous ne peut souhaiter ça. C'est Dieu qui a voulu, donc je ne peux rien dire. Dès après l'accident, les blessés admis à l'hôpital national d'Onka ont été pris en charge par le propriétaire du camion. En ce qui concerne les blessés, ils sont occupés des blessés du début jusqu'à la fin, jusqu'à nous sommes. Ils ont donné encore une garantie, au moins jusqu'à 1 an. Quand ceux-ci-là vont tomber malades, ils vont assurer leur santé. Le choc a été violent. Ces bâtiments endommagés, ces poteaux électriques déterrés,
des véhicules écrasés. Certaines victimes ont été dédommagées. Les véhicules là ont été remboursés. Moi-même qui a effectué la restitution au propriétaire, il y a des documents qui font foi. Le propriétaire du minibus confirme avoir reçu 15 millions de francs guinéens. Abdul Karim Conté dit avoir recensé les biens qu'il a perdus dans la maison. J'ai tout perdu, mais déjà, il y a une négociation qui est en cours. Ceux-là doivent venir me retourner tout ce qui est perdu dans ma maison. C'est ça qu'ils ont dit. L'autre victime qui en a gros sur le cœur, c'est le propriétaire de la maison. Il dénonce le mépris des autorités et les auteurs de l'accident. Il affirme que sa maison a été reconstruite en partie grâce aux avances payées par des locataires. À un certain niveau, il y a banquier abandonné. Ils ont commencé la reconstruction, mais ils ont abandonné à mi-chemin. Nous avons pris des locataires qui ont payé chacun une année d'avance. Cet argent nous a permis d'achever les travaux. Les biens perdus, rien n'a été remboursé. Il faut avoir le courage de dire la vérité. La principale victime a renoncé à poursuivre l'auteur de l'accident. Mais le procureur n'a pas souhaité lâcher le dossier. À présent, l'actualité en Afrique, et cette actualité reste justement dominée par la présidentielle en Tunisie, un publicitaire en prison contre un universitaire sans parti politique. Les deux premières places du premier tour de la présidentielle en Tunisie sont revendiquées par des candidats anti-système. Ce sont des résultats non encore confirmés officiellement. Suivez. La Tunisie s'est réveillée lundi matin, sidérée, après le premier tour d'une élection présidentielle hors norme, dont les deux premières places ont été revendiquées par deux outsiders anti-système. Des résultats non confirmés officiellement. Kaïd Saïd, ultra-conservateur, surnommé Robocop, arrive en tête avec 19% des voix. ولكن ما تم الإعلان عنه منذ قليل يفيد بأن المرتبة الأولى بنسب معينة يعني هي التي تحصلت عليها. هذا يحملني مسؤولية كبيرة تجاه هذا الوطن وهذا الشعب. La deuxième place est occupée par cet homme d'affaires en prison. Nabil Karaoui est incarcéré pour évasion fiscale depuis le 23 août. بثقتكم وبوجودي بين الزوز الناجحين للدور الثاني من جملة 26 مترشح. انتوما قلتوا بكل وضوح لا للظلم لا للفقر ولا للتهميش. نعم للدولة العادلة. Les résultats officiels sont attendus d'ici mardi. Allons-y à présent sur les eaux du lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Des équipes de riposte contre le virus Ebola prennent la parole. Elles s'expriment sur l'eau potable dont elles dépendent en majorité. Suivez. Une règle d'or pour éviter la propagation d'Ebola, se laver les mains régulièrement. Mais pour cela, il faut de l'eau. À Goma, en République démocratique du Congo, l'approvisionnement en eau est fondamental dans la lutte contre le virus. Face aux pénuries, les équipes de la riposte comptent sur la générosité du lac Kivu pour ravitailler les points de contrôle. L'importance du lac, vraiment, ça aide surtout pour les personnes vulnérables, les personnes dépourvues et pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ça nous aide surtout pour la prévention, car l'eau est abondante. Trouver de l'eau est un casse-tête à Goma. Le réseau de distribution est vétuste et n'alimente pas tous les quartiers. Tous les jours, ses habitants et ses camions-citernes s'approvisionnent directement dans le lac. Le problème d'approvisionnement en eau potable à Goma démontre clairement que seulement cette partie de la ville est desservie. C'est même pour cela que beaucoup de gens viennent au lac pour se ravitailler.
Ils prennent aussi une certaine quantité d'eau pour ceux qui en ont besoin. Au quotidien, les responsables de la riposte organisent plusieurs rotations de camions-citernes. Une fois l'eau du lac récupérée, elle est traitée au chlore, puis distribuée dans les réservoirs des différents points de contrôle. Pour ces 2 tours, il faut 5000 litres d'eau par jour. Si les lacs n'y étaient pas, ça allait être catastrophique. Et surtout, on allait multiplier. Peut-être que les équipes de riposte pouvaient peut-être prendre de l'eau ailleurs, soit au Rwanda, soit à Sake, mais ça allait être catastrophique. Parce qu'on n'allait même pas survivre. Parce que le lac, je l'ai dit avant, c'est notre seule source de vie en eau potable. Le lac Kivu est un élément essentiel de l'arrêt de la propagation d'Ebola, mais aussi une ressource inestimable pour la population locale. Hôtels, écoles, centres de santé. Ici, tout le monde dépend de l'eau du lac. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de votre attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. Les infos reviennent à 22h avec Moussa Moïse Silla. Excellente soirée à tous sur Espace TV.